Année qui s'annonçait jusqu'à l'ouverture ce matin, prometteur pour les bourses européennes, notamment pour le CAC 40, qui progressent, tous deux d'ailleurs, de quasiment 6 et quelques pourcents. Bonjour Xavier. Bonjour David. Et Patrolin, président d'Albatros Capital. Tous mes vœux, on ne s'est pas vu depuis le début de l'année. Tout à fait, pareillement à toi et à nos téléspectateurs et auditeurs. Bon, la question qu'on se pose, voilà, mois de janvier prometteur, Eurostoxx et CAC 40 qui sont à l'unisson, un peu plus de 6% d'hausse sur le mois de janvier. Il y a un effet de rattrapage dont je voudrais qu'on parle, et puis après on voit que tout ça n'est pas linéaire. L'IA, c'est évidemment ce qui a été un gros booster pour les marchés, et puis il y a cette news, là, cette boîte chinoise, cette start-up DeepSeek, qui est le phénomène chinois, qui fait trembler la tech américaine, qui ferait de l'IA générative low cost. Je résume un peu le propos, mais c'est ça quand même. Hein. Oui, donc ça veut dire qu'il y a des risques et qu'il ne faut pas les enjamber trop vite, et c'est un peu ce qui s'est passé en début d'année. On était, alors en plus tu pourrais rajouter une appréciation de l'euro contre dollar. C'est-à-dire on a eu simultanément, pour un investisseur américain, depuis le 31 décembre, non seulement il aligne une hausse des marchés européens, mais plus une appréciation de l'euro contre dollar. Donc c'est une performance quasi hors norme qu'on a rarement vue. Je ne suis même pas sûr qu'on l'ait vu au moment de la bulle techno, qu'on ait vu un effet janvier de cette importance-là. Pour l'investisseur américain qui cumule les performances sur le sous-jacent européen, plus... même pour un investisseur européen, pour le coup, c'est très étonnant. Pour qu'on ait un ordre d'idée de ce qui s'est passé en début d'année, on est passé... Alors, tu sais, je parle souvent des déciles de valorisation. Qu'est-ce qu'un décile? C'est une répartition. Ouais. On prend une population de rendement et on la répartit en dixièmes, d'accord? On était, en début d'année, sur des déciles de valorisation aux alentours de 0,2 par contre. Ça veut dire que dans 20% des cas, on avait des rendements inférieurs et dans 80% des cas, des rendements supérieurs. Et on est passé, vendredi dernier, on était sur des déciles de valorisation quasiment à 90%. Donc ça veut dire que dans seulement 10% des cas, on trouvait un marché, je parle du marché français, mais on peut le généraliser sur les marchés européens, avec des niveaux de valorisation supérieurs. On est passé en valorisation, en espace d'un peu plus de 3 semaines, de 20% à 90%. On se dit quoi? On se dit que c'est un rattrapage par rapport à 2024. Non, on a été beaucoup trop vite. On a été beaucoup trop vite. On enjambe des risques, de manière excessive sur l'intronisation de Donald Trump, sur une... Mais là, on parle des marchés européens. Moi, ma question, c'est pourquoi, encore une fois, c'était pas écrit que c'était pas écrit. Le marché boursier ferait 6%, le CAC 40 pareil, rien que sur le mois de janvier. Pourquoi est-ce que l'Europe attire de nouveau les capitaux? Pourquoi est-ce qu'on a de nouveau les faveurs des investisseurs locaux ou étrangers? Alors, l'explication, c'est à la fois Donald Trump serait moins sévère en termes de droits de douane, et surtout, on a eu des indicateurs, notamment les indicateurs PMI, Purchase Manufacturing Index, qui indiquaient une stabilisation sur la partie industrielle et toujours un facteur de soutien sur la partie service, avec l'espérance qu'en fin d'année, on ait une amélioration sur la partie industrielle. Donc on a une partie service qui est en phase d'expansion depuis plus de 2 ans, qui est aux alentours entre 50, 51, 52, et une partie industrielle en Europe qui est aux alentours de 46, 47. Et en Allemagne, on a vu, sur les chiffres de la semaine dernière, une appréciation sur le chiffre de la partie industrielle. Donc si on a ce qu'on n'a jamais vu par le passé. En général, quand la partie industrielle est en récession, ou en contraction, la partie service la rejoint. Ce n'est pas le cas depuis le Covid, d'une certaine façon. On a une partie de service ultra résistante et une partie industrielle récessive. Et là, on a l'espoir d'une appréciation en fin d'année sur la partie industrielle. Et ce qui fait que, quand on calcule les indices agrégés, on a, pour la première fois depuis quasiment 6 mois, une phase d'expansion pour la zone euro. Donc il n'en faut pas beaucoup plus pour dire qu'au fond, le pire est passé et que on enjambe 2025 et on va se projeter sur 2026 avec un retour d'une phase d'expansion, de croissance. Ça ne sera pas la croissance américaine, certes, mais en tout cas, ça sera une phase d'expansion. Toujours-il qu'autour de 6% de croissance, de hausse pour le CAC 40 sur le mois de janvier, certains pourraient dire que l'année est quasiment faite. Je suis d'accord avec eux. Donc ce n'est pas un début d'année prometteur qui pourrait se poursuivre. Encore une fois, on reste modeste parce que on voit la séance du jour avec Schneider qui perd 7% à la mi-journée. Avec encore une fois, et on s'inquiète ou pas d'ailleurs de ce phénomène DeepSeek qui pourrait montrer que peut-être qu'il n'y avait pas besoin d'investir autant de tombereaux de milliards dans l'IA générative puisqu'il y a des modèles qui coûtent beaucoup moins cher qui viennent de Chine et qui apparemment sont efficaces. Déjà, les modèles chinois, je ne suis pas sûr qu'ils opéreront dans les marchés occidentaux.
Je pense qu'il y a un problème de conflictualité. L'intelligence artificielle nécessite énormément de bases de données, et ces bases de données ont un caractère absolument stratégique. Tu le vois dans les déclarations de Donald Trump la semaine dernière, ou sur le niveau des investissements. Au fond, les Occidentaux vont vouloir quand même sécuriser cette partie des fermes d'exploitation des serveurs, parce que c'est une information déterminante. Ils ne vont pas vouloir comment dirais-je, la partager avec les Chinois. Donc là-dessus, je pense qu'il y a des conflits de normes. C'était très intéressant ce que disait l'interlocuteur précédent, parce que justement, ce qui oppose les États-Unis, l'Europe et la Chine, ça va porter essentiellement sur le droit rattaché à l'information. Aux États-Unis, c'est open bar. Au fond, toutes les règles de prudence vont disparaître, puisque la seule chose qui va compter, c'est le développement de l'intelligence artificielle, quelles qu'en soient les dimensions éthiques. En Europe, on privilégie le droit, on est très en retard en termes de développement, mais on va privilégier le droit avec une certaine éthique. Et en ce qui concerne la Chine, je te laisse seul juge, mais le droit en Chine, c'est l'équivalent de la musique militaire pour la musique classique. Hein. C'est-à-dire, le droit chinois, c'est le droit du Parti communiste chinois. Donc là-dessus, moi, je ne crois pas trop à cette concurrence. Parce que ce que vont privilégier les utilisateurs à moyen terme, c'est évidemment le prix, mais c'est surtout l'information, les garanties qui vont être rattachées à cette information. Et cette information, ça va jouer un prix. Donc, je crois qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. Il n'y a pas de bulle sur l'IA. Il faut enlever cette idée qui nous habite, parce qu'on a l'exemple de la bulle techno des années 2000. Je crois que c'est une vraie révolution, ça va diffuser, mais pour l'instant on est dans l'implémentation, et l'implémentation de toute l'infrastructure qui est nécessaire, aussi bien en termes de serveurs qu'en termes énergétiques, et en termes de... voilà. Et donc ça c'est un processus qui n'est pas achevé. Pour vous, juste l'année, parce que le sujet c'est aussi le CAC 40, pour vous l'année est quasiment faite. Et pourtant, si les résultats d'entreprise sont meilleurs que prévu, pourtant si la BCE finalement est un peu plus agressive que ce qu'on... Non, elle ne le sera pas. En matière de baisse de taux, baisse au moins d'1 point de pourcentage cette année, au moins ces taux directeurs, ça pourrait booster. Oui, alors moi j'ai un parti pris, alors on va reprendre les 2 points que tu viens de mentionner. Dans le si les résultats des entreprises sont meilleurs, pour l'instant sur ce que je vois, il y a juste une stabilisation. On a vu les bons résultats de Richemont, l'impact que c'est la semaine dernière. D'accord, mais c'est la consommation discrétionnaire. Donc sur la consommation discrétionnaire, c'est vraiment, moi je resterai très prudent d'ailleurs, mais je pense que l'expectative chinoise n'est pas levée, et que ce n'est pas les chiffres du 4e trimestre de l'année 2024 qui vont complètement enlever les doutes qui existent sur le cycle qu'a connu la consommation discrétionnaire depuis une quinzaine d'années. Je pense que le risque demeure. Donc sur les résultats des entreprises, moi ce que je note pour l'instant, en Europe en tout cas, c'est que je vois toujours des effets volumes négatifs, des volumes qui sont plutôt en contraction, et des marges qui restent sous pression. Alors évidemment, ce n'est pas la même pression qu'on avait connue au début de l'année 2004. Au début de l'année 2004, si on se reporte un an plus tôt, on avait, pour la même période de l'année, on avait, avant même les publications, des révisions extrêmement puissantes du consensus. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On a plutôt une stabilisation à la veille des publications. Donc le marché est sur un plateau depuis fin novembre. Donc il n'y a plus de dégradation. Quand tu regardes l'évolution du consensus, le consensus reste très... Au fond, c'est une année un peu de latéralisation avec un niveau de marge qui reste relativement élevé par rapport à l'avant-Covid. On est sur des marges d'exploitation aux alentours de 13%. On a été au plus haut, hein. Souvenons-nous qu'on a été au plus haut. L'effet inflationniste, on a été à des marges d'exploitation de 15%. Mais 13, ça reste bien. Ah ben oui, c'est extraordinaire, puisqu'on était, depuis le début des années 2000, en moyenne aux alentours de 10,5. Ouais. Donc t'imagines, on est 30% au-dessus, avec des volumes qui ont progressé de 50%. Donc ça, oui, c'est ce qui explique le soutien du marché. Et ce qui peut faire dire à certains, le marché n'est pas si cher. On a un PE en instantané, un price-earning ratio sur le CAC. Mais c'est aussi valable en Europe, aux alentours de 12, 13. Ouais, 14, avec des marges d'exploitation qui se situent à 13-14. Il n'y a pas le feu au lac. Par contre, là, j'en viens au deuxième point que tu mentionnes, c'est la BCE. La BCE pourra baisser. Et non, la BCE ne peut pas baisser. Parce que ça, c'est l'information importante depuis... Si on regarde les économies du G7, je prends le Japon, un IPCH core. Je prends les IPCH, mais core, c'est-à-dire hors alimentaire et énergie, qui est à 2,4%. Le Japon était en déflation depuis une trentaine d'années, 2,4%. Je prends l'Europe, 2,7%. Je prends les États-Unis, 3,1%. Je prends le Royaume-Uni, 3,2, 3,4%. C'est trop pour que les... Eh bien oui.
Et oui, et ces chiffres sont stables depuis quasiment 9 mois. C'est-à-dire que les indices corps d'inflation ne bougent pas. Quoi que nous disent Jérôme Powell ou Christine Lagarde, il n'y a plus de déflation. L'inflation reste à un niveau élevé. Et quand tu prends les publications... Pourtant, à Davos, elle a dit, Christine Lagarde, qu'elle était à l'aise toujours avec ses 2% d'inflation. Ben, tant mieux pour elle. Moi, elle n'a pas dit corps, elle n'a pas dit corps non plus. Je ne suis... Ben oui, mais c'est le seul indicateur qu'on doit suivre. Si tu regardes, si tu crois, j'indique à nos auditeurs de le faire, regardez l'évolution des indices IPCH et des indices IPCH Core, donc l'indice global et l'indice hors énergie et alimentaire, tu t'apercevras que l'indice IPCH est en train de rejoindre tous les indices IPCH dans toutes les zones, Japon, Europe, Royaume-Uni, États-Unis, est en train de rejoindre par le bas, enfin, il va rejoindre l'indice IPCH. Et donc, les indices IPCH... Donc, il n'y a pas trop à attendre non, ils sont au niveau de 3. Et c'est important. C'est important parce que ça veut dire que les taux courts ne pourront pas descendre très en deçà de 3. Donc, la finalité, et on se quitte là-dessus, c'est qu'a priori... Il n'y a pas l'anticipation de baisse des taux courts, à mon avis, est très excessive. Trop excessive dans l'instant. On verra en fin de cette année. Donc, un CAC 40 qui va au-delà de 8000 points cette année... À mon avis, c'est totalement improbable. C'est totalement... Pour moi, alors c'est une légère... Ouais, mais vous auriez dit pareil en début d'année, on a pris 6%. Donc, Non, j'aurais pas dit la même chose. Non, t'aurais dû... Il faudrait la prochaine fois, peut-être je viendrai avec un graphique que tu... Non, pas un reflet, mais un graphique. Je le suis quotidiennement. En début d'année, non, j'aurais dit on est sur un décile de valorisation de 0,3. Donc là, on pouvait rejoindre 7004, 7005. Le niveau d'équilibre du marché en instantané, pour moi, alors c'est du bidouillage, c'est du calcul que je fais quotidiennement, c'est 7005. Donc c'est pas 8000. Et vu les risques que l'on a, qu'on peut séquencer, je pense qu'on ne peut pas les enjamber aussi rapidement. Donc le potentiel à ce stade est, à mon avis, quasi nul. Ça ne veut pas dire qu'on a une surévaluation de 20-30%, je ne parle pas d'un crack à venir, je dis simplement qu'on a consommé dans l'instant, voilà, et que l'expected return... Par contre, ce qu'on peut faire en termes sectoriels, c'est d'aller plutôt sur les valeurs industrielles, de commencer à regarder les valeurs industrielles. D'ailleurs, si on regarde les valeurs européennes qui ont bien progressé depuis le début de l'année, il y a les premiers de la classe, les LVMH, Hermès, tout ça, les consommations discrétionnaires, mais on voit commencer à apparaître des valeurs industrielles européennes, notamment allemandes, Bayer, Mercedes, des chimiques. Donc, commencez à regarder dans ce segment-là qui affiche des ratios de valorisation faibles, qui ont des performances, des contre-performances puissantes depuis 2-3 ans, et qui pourraient avoir, là, pour le coup, de bonnes appréciations en termes bénéficiaires à partir du milieu de cette année. Donc tu cumules à la fois une prime de risque élevée, des ratios de valorisation faibles et des dynamiques bénéficiaires à voir, là je m'avance un peu, qui pourraient être très supérieures à la dynamique bénéficiaire européenne ou du marché consolidé. Donc là, dans ce segment-là, il faut regarder, et c'est des très belles valeurs mondiales par ailleurs. Allez, merci beaucoup, point de vue signé Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Merci Xavier. Merci David. Salut.